l'Amérique latine serait-elle de nouveau la chasse gardée des États-Unis ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump cherche à retrouver son influence sur ses voisins du Sud. Il identifie ses alliés, ses ennemis et ceux avec qui il peut négocier, car entre l'admiration de Nayib Bukele au Salvador et le bras de fer de Nicolás Maduro au Venezuela, ses relations avec les dirigeants d'Amérique latine révèlent aussi la division de tout un continent. Je suis Solène Alifa et vous écoutez Le Paris Latino de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 4, le duel avec le Vénézuélien Maduro. Des casquettes aux couleurs du drapeau vénézuélien, des chants et des slogans contre l'autocratie. Le 23 janvier 2019, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues de Caracas. Après plusieurs années d'effondrement économique et d'atteinte à la démocratie, les habitants sont venus exprimer leur colère contre le régime de Nicolás Maduro. La réélection du président en 2018 est alors fortement contestée par l'opposition et par la communauté internationale. Au milieu de la foule, un jeune politique de 35 ans prend la parole. Il s'agit de Juan Guaidó, le président du Parlement vénézuélien. Sur une petite estrade, devant son pupitre, il lève la main droite. Le silence se fait tout autour de lui et les caméras des journalistes filment la scène. Devant Dieu Tout-Puissant, le Venezuela, devant mes collègues de l'Assemblée nationale, je jure d'assurer formellement les pouvoirs de l'exécutif national en tant que président en charge du Venezuela. Un opposant qui s'autoproclame président, la foule tout entière l'acclame et rapidement plusieurs dirigeants internationaux vont reconnaître ce nouveau chef d'État, à commencer par le président américain Donald Trump. Pourtant, 6 ans plus tard, le régime de Maduro est toujours en place. Cet épisode signe néanmoins une rupture des relations diplomatiques entre Donald Trump et le leader vénézuélien. Alors comment se sont passées leurs retrouvailles depuis le retour à la Maison-Blanche du président américain ? Dans ce dernier épisode de notre série sur les chefs d'État latino-américains face à Trump, direction le Venezuela. Et pour nous accompagner, nous pouvons toujours compter sur Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste des Amériques. Bonjour Axel. Bonjour Solène. Axel, je le rappelle à nos auditeurs, toute cette semaine, on a imaginé un outil sur mesure pour Donald Trump, une application de rencontre pour dirigeants. Et quand le président américain tombe sur Nicolás Maduro, il n'hésite pas une seconde, il fait glisser la photo vers la droite pour le ranger dans la catégorie ennemi, car les deux dirigeants se connaissent déjà. Mais avant de s'intéresser à leur relation lors du premier mandat de Donald Trump, Axel, est-ce que tu peux me décrire un peu plus le profil de Maduro ? Oui, alors il est en poste depuis 2013, mais avant de parler de Maduro, il faut parler d'Hugo Chavez, parce qu'il n'y a pas de Maduro sans Chavez. Donc il a succédé à la mort de ce dernier qu'il avait désigné comme successeur. Chavez, lui, était on peut dire une grande figure de la politique latino-américaine, qui est arrivé par les urnes en 99. Il a abattu les institutions existantes qu'il considérait pourries et il a mis en place ce qu'il a appelé, ce qui s'appelle toujours la République socialiste bolivarienne sur la base d'une idéologie qui s'appelle le socialisme du 21e siècle, avec des réformes sociales, plutôt des aides pour les plus pauvres, des nationalisations. La pauvreté a dans un premier temps reculé, donc ça marchait un petit peu lorsque les cours du pétrole étaient élevés, et puis quand les cours du pétrole se sont effondrés, eh bien le pays s'est effondré avec lui. Donc quoi qu'il en soit, et on ne lui enlèvera pas ça, Hugo Chavez est une icône, car c'était un personnage extrêmement charismatique, mais de plus en plus autoritaire, de plus en plus anti-américain, et finalement de plus en plus pro-cubain, castriste, et finalement qui a fait le lit de la situation dans laquelle le Venezuela se trouve aujourd'hui. Ça, c'est donc pour son mentor Hugo Chavez. Est-ce que Nicolás Maduro s'inscrit dans son sillage ? Complètement. Et Maduro avait intérêt à le faire parce que Chavez était toujours populaire en raison de sa personnalité et donc de son charisme personnel, tandis que Maduro était un personnage qui n'en a aucun. Donc il a souvent fait référence à lui. D'ailleurs, les images de Chavez accompagnaient toutes ses interventions. Chavez était militaire, tandis que Nicolás Maduro, lui, était syndicaliste, chauffeur de bus, et il s'est lancé donc en politique dans le sillage de son mentor Chavez. Mais
la situation économique s'est vite dégradée sous sa présidence, qui a viré à la dictature, avec des élections truquées, des intimidations de toutes sortes, des emprisonnements, des prisonniers politiques par centaines. Et donc, toutes les élections, ou presque, ont été frauduleuses, mais les dernières élections en 2024 l'ont été plus encore que toutes les précédentes. Donc le Venezuela est aujourd'hui dans une situation économique extrêmement compliquée, avec 5 à 8 millions de personnes qui ont fui leur pays, une inflation galopante et qui, en outre, fait l'objet de sanctions internationales. Maintenant qu'on connaît un peu mieux Nicolás Maduro et la situation du Venezuela, j'ai demandé à Gaspar Estrada, politologue spécialiste de l'Amérique latine, de nous raconter comment s'est passée la relation avec Donald Trump lors de son premier mandat. Ça a été une relation houleuse, extrêmement difficile, parce que à l'époque, Donald Trump avait une position très, maximaliste sur la question vénézuélienne. Il s'est beaucoup engagé sur ce sujet durant son premier mandat. Il avait à ses côtés une équipe de conseillers très proches en fait de la dissidence et l'exil vénézuélien installé aux États-Unis. Et voilà, il a tenté de mener un changement de régime au Venezuela. Il s'est beaucoup impliqué pour que la communauté internationale reconnaisse Juan Guaidó comme président du Venezuela. Et donc, parallèlement à ça, il y a eu un certain nombre de sanctions du secteur pétrolier, qui est la principale ressource du pays. Et donc, de ce point de vue-là, il y a toujours eu une grave crise économique au Venezuela sous Chavez et notamment sous Maduro, donc à partir de 2013. Mais cette situation, elle s'est encore détériorée durant le mandat de Donald Trump. Donald Trump et Nicolás Maduro n'avaient donc pas matché, mais depuis 2016, ils ont modifié leur profil et tentent donc quand même d'entamer une conversation. Au début du nouveau mandat de Donald Trump, son émissaire Richard Grenell se rend à Caracas. Il rencontre Nicolás Maduro et leur entrevue semble poser les bases d'un nouveau départ entre le Venezuela et les États-Unis. Axel, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe cette visite ? Oui, alors Grenell est allé à Caracas pour négocier la libération de 6 prisonniers américains. Avant toute chose, un deal a été passé pour rapatrier des migrants clandestins vers le Venezuela. D'ailleurs, plus de 300 migrants ont été récupérés par le Venezuela, par des vols de la compagnie nationale vénézuélienne. Et en échange, Washington a relancé les licences pour les entreprises pétrolières américaines. Donc, le Venezuela a donné l'autorisation d'exploiter ce pétrole, malgré, et c'est ça le paradoxe, des sanctions américaines. Trump, en définitive, a retourné sa veste fin février. Et pourquoi ce retournement ? C'est difficile à dire, mais officiellement, c'est en raison des élections truquées au Venezuela, mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi Donald Trump a changé son fusil d'épaule. En tout cas, il a annoncé que la licence Chevron allait être abandonnée. Chevron, c'est ce géant pétrolier américain qui travaille au Venezuela depuis au moins 2022 et qui paye au Venezuela 5,5 milliards de dollars de dividendes par an. Donc c'est important aussi pour le Venezuela. Par la suite, les États-Unis ont annoncé que 25% de droits de douane seraient imposés aux pays qui s'approvisionnent en pétrole au Venezuela. Donc on voit bien par là que les relations entre les États-Unis et le Venezuela sont principalement guidées par des intérêts économiques réciproques. Et que la politique, finalement, en définitive, passe souvent au second plan, malgré les espoirs de tous les exilés vénézuéliens qui espéraient que Donald Trump les aiderait à faire tomber cette dictature. Il n'en est rien pour le moment. Pour tenter de négocier, Nicolás Maduro menace alors de ne plus coopérer sur la question migratoire. Le bras de fer est lancé. Il a cet instrument de négociation et donc il joue sur ce levier-là pour pouvoir faire pencher la balance en faveur des intérêts de son administration, qui est de permettre au Venezuela d'avoir de nouveau une opération pétrolière américaine sur le territoire vénézuélien. Il ne faut pas du tout oublier que l'écosystème économique pétrolier au Venezuela est extrêmement dégradé, compte tenu de dizaines d'années de sous-investissement dans l'appareil pétrolier. Donc, le Venezuela, aujourd'hui, a beaucoup de mal à produire du pétrole.
et a beaucoup de mal à pouvoir l'exporter compte tenu des sanctions. Donc de ce point de vue-là, pouvoir exporter, avoir ces entreprises américaines qui apportent de la technologie, qui apportent des moyens, qui apportent des ressources humaines au Venezuela, c'est quelque chose de vital aujourd'hui pour le Venezuela. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un véritable enjeu pour la survie du régime de Maduro de compter sur ces dollars et sur cette expertise. Donc c'est véritablement quelque chose de très important qui se joue là maintenant. Ces attaques économiques représentent donc une réelle menace pour le Venezuela, d'autant que le contexte international est bien différent de celui du premier mandat de Donald Trump. La situation aujourd'hui pour Maduro se détériore dans le sens où s'il est clair que durant le premier mandat de Donald Trump, il pouvait compter sur le soutien de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Turquie en moindre mesure, pour pouvoir contourner les sanctions occidentales. L'évolution récente, que ce soit la Russie qui est complètement focalisée sur son invasion en Ukraine, l'Iran dont on voit que voilà, la situation a beaucoup évolué, la Chine qui, elle, a d'autres priorités. Voilà, en tout cas, la plupart des alliés non occidentaux du Venezuela qui lui permettaient jusqu'à présent de contourner les sanctions sont en mauvaise posture, soit concentrés sur d'autres agendas, ce qui en fait risque d'isoler encore davantage le Venezuela et le met dans une situation bien plus difficile qu'auparavant. Mais malgré cette asphyxie économique qui s'annonce, et alors que Donald Trump tente de le faire chuter, le régime de Maduro pourrait bien tenir debout encore longtemps. Si les Vénézuéliens devaient attaquer le Guyana, le groupe pétrolier ExxonMobil ou qui que ce soit d'autre, ce serait une très mauvaise semaine pour eux. Et ça se terminerait mal pour eux. Fin mars 2025, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, Marco Rubio, était en visite au Guyana. Ce petit pays est menacé par son voisin vénézuélien qui lorgne sur son pétrole. Et lors de son déplacement, Marco Rubio a promis la protection au Guyana en cas d'attaque du Venezuela. Depuis Caracas, la réponse de Nicolas Maduro ne s'est pas fait attendre. Voilà que l'imbécile de Marco Rubio menace le Venezuela depuis le Guyana. Imbécile, personne ne menace le Venezuela parce que c'est la patrie des libérateurs, c'est la patrie de Bolivar. Imbécile. Le ton est donné entre les deux hommes et pourtant la musique n'est pas du tout la même du côté de Richard Grenell, l'émissaire de Donald Trump dont on a parlé au début de l'épisode. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui cherche un changement de régime. C'est quelqu'un qui veut faire tout ce qu'il peut pour rendre le peuple américain plus fort et plus prospère. Un double discours qui traduit une guerre interne au sein même de l'administration Trump, comme le raconte le politologue Gaspar Estrada. Moi, je pense que c'est une bataille d'entourage. Donald Trump, visiblement, est quelqu'un de très, pragmatique et peut changer de bord, changer de discours très rapidement en fonction de ses intérêts. D'ailleurs, on le voit sur tous les sujets. C'est pas uniquement propre au cas vénézuélien. Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, est aussi conseiller à la sécurité nationale et lui-même un latino, qu'il est cubano-américain. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de ces thématiques et même dans son propre électorat en Floride, la question vénézuélienne était une question extrêmement importante. Donc naturellement, il serait, de mon point de vue, quelqu'un qui serait attaché à remettre de la pression sur le régime Maduro. Néanmoins, il y a d'autres acteurs, je pense notamment à Richard Grenell, qui est un acteur un peu mystérieux, puisqu'il n'a pas un poste dans l'organigramme de l'administration Trump. Néanmoins, c'est un intermédiaire qui a pu jouer un rôle justement dans cette question du renouveau de certaines licences et de la libération des prisonniers américains. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a une influence, a un accès au président Trump, et c'est quelqu'un qui peut-être pourrait jouer en faveur je dirais pas d'un rapprochement, mais en tout cas d'une diminution de la pression américaine sur l'administration Maduro. On a donc les isolationnistes contre les interventionnistes. Axel, est-ce qu'on sait quel camp pourrait l'emporter entre les deux ?
Difficile à dire parce que ce sont des sujets importants pour les deux camps. D'un côté, on a effectivement les politiques, puis de l'autre, les businessmen. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Marco Rubio, le secrétaire d'État, c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même cubain et il a lui-même souffert de sa famille, plus exactement, de l'exil et de la dictature cubaine, qui est alliée, comme on sait, avec celle du Venezuela. Et il n'est pas seul sur cette ligne. Dans l'administration américaine, on peut citer le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, qui était en 2021 l'auteur de la loi Bolivar, qui stipulait que aucun contrat gouvernemental ne pouvait être signé avec les entreprises qui faisaient du business avec le Venezuela. Il y a aussi un autre anticastriste farouche d'origine cubaine également, Mauricio Claver Carone, qui est un cubano-américain. Il est représentant personnel de Trump pour l'Amérique latine. Et ces trois-là, évidemment, rêveraient de faire tomber non seulement le régime vénézuélien, mais aussi le cubain. Mais malgré leur détermination, les États-Unis ont d'autres priorités. Et c'est d'ailleurs la chance de Maduro. L'Amérique latine reste finalement quand même un sujet un peu secondaire à côté de l'Iran, du Moyen-Orient, de l'Ukraine. Et même si la ligne de la pression maximale l'emporte, un naufrage économique ne sera pas nécessairement synonyme de chute du régime, selon notre expert Gaspar Estrada. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que au Venezuela, c'est vraiment l'armée qui contrôle le pays. D'ailleurs, c'est ce qui avait permis la résilience de Maduro en 2019 contre Guaidó. Malgré les sanctions, malgré le manque d'argent, le peu de reconnaissance internationale, c'est l'armée qui a permis à Maduro de rester en poste malgré toutes ces pressions en 2018 et 2019. Donc rien ne dit aujourd'hui que l'armée est prête à lâcher Maduro. Il ne faut pas oublier que le Venezuela a eu une diminution de son PIB de plus de 70% en l'espace de 10 ans, de 2013 à 2023. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple de pays en paix qui ait eu de telles statistiques en matière économique. Néanmoins, le régime Maduro reste en place. Donc, de ce point de vue-là, pour l'instant, je ne vois pas d'évolution politique à court terme. En revanche, ce que je peux constater, c'est des conditions économiques qui risquent de s'affaiblir une fois encore. Des régimes comme ceux de Nicolas Maduro au Venezuela, il y en a d'autres en Amérique latine. Axel, est-ce qu'ils sont eux aussi dans le viseur de Donald Trump ? Bien sûr, il y a Cuba, qui est la priorité de Marco Rubio parce qu'il est cubano-américain, on l'a dit. Et il y a aussi le Nicaragua, qui est un pays centra-américain, moins peuplé, moins grand, sans pétrole, donc moins important. Et la chute d'un de ces trois régimes, ou de deux régimes, ou des trois, serait bien sûr symbolique. Ce serait une victoire symbolique pour Donald Trump, puisque ce sont maintenant des régimes autoritaires enracinés. Et pour les exilés qui ont fui ces pays, ce serait une victoire considérable, qui d'ailleurs redonnerait du fuel électoral au camp républicain qui aurait réussi ce qu'aucun n'a réussi à faire depuis des décennies maintenant, à savoir renverser ces dictatures latino-américaines, qui sont, rappelons-le quand même, les trois dernières dictatures de ce continent, qui en a compté plusieurs, et de très nombreuses, et de féroces, notamment dans le sud du continent, c'était des dictatures de droite, et maintenant on est en face de régimes autoritaires de gauche qui prétendent œuvrer pour le bien de leur peuple. Il n'en est rien. On continuera donc à suivre de près la politique en Amérique latine avec toi, Axel. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette série de podcasts et à bientôt. À bientôt. Merci également à Gaspar Estrada, politologue et membre de l'unité du Sud global à la London School of Economics. C'est donc la fin de cette série sur les relations entre les chefs d'État latino-américains et Donald Trump. Si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laloupe@l'express.fr. Le Paris latino de Trump est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis avec Charlotte Baris et Emeline Dulliot. Retrouvez-nous demain pour passer à La Loupe, une actualité de la semaine.